Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, on parle d'un sujet brûlant, l'or. Ça crève le plafond. On a vu un record historique spectaculaire, l'once qui franchit les 3 586 $. C'était le 5 septembre. La question, c'est pourquoi? Pourquoi maintenant, en 2025, avec ce climat si incertain, ce retour en force du métal jaune? On va explorer un peu ça aujourd'hui, les raisons de cette flambée, et puis comment on peut y participer concrètement. Oui, bonjour. Effectivement, l'intérêt est là, c'est indéniable. Et les prévisions donnent même un peu le tournis. On entend parler de Bank of America qui viserait les 4 000 $ l'once mi-2026. Morgan Stanley, eux, tablent sur 3 800 dès fin 2025. Faut revenir à l'essentiel, je crois. L'or, c'est perçu comme la garantie ultime. Un actif bien réel, tangible, dont la valeur en fait ne dépend pas d'une promesse de remboursement d'un État, d'une entreprise, pas de risque de contrepartie. C'est ça la clé. D'accord. Mais qu'est-ce qui catalyse cet attrait précisément maintenant, là, en 2025? Alors, c'est une conjonction de facteurs assez puissante, oui. D'abord, l'environnement global. Beaucoup de tensions géopolitiques, une incertitude économique qui persiste, ça crée un besoin de sécurité. C'est assez classique. Oui, le réflexe valeur-refuge habituel. Mais au-delà de ça, de cette toile de fond, il y a des éléments plus spécifiques à la période. Ah oui, absolument. Il y a des interrogations, par exemple, qui pèsent sur l'indépendance de la Réserve fédérale américaine, la Fed. On a entendu parler de la révocation de Lisa Cook, des pressions politiques qui auraient été exercées par l'administration Trump. Tout ça, ça sème le doute sur la politique monétaire future. Et ça inquiète les marchés, forcément. Donc une Fed potentiellement moins indépendante, plus politique, ça rend les investisseurs un peu nerveux. Exactement. Et ça vient s'ajouter à un facteur plus, mécanique, disons, la baisse des taux d'intérêt. La Fed l'a confirmé en septembre, et Mhm. quand les taux baissent, détenir de l'or, qui lui ne rapporte pas d'intérêt, ça devient comparativement moins coûteux par rapport à des obligations, par exemple. D'accord, ok. C'est logique. Et l'endettement, on en parle énormément aussi, ça joue un rôle. Ah oui, c'est le troisième gros pilier, le fardeau des dettes souveraines. Il atteint des niveaux records. Prenez la France, par exemple. Le taux de ses emprunts à 30 ans, il est proche de 4,5%. C'est élevé. Cette situation, eh bien, elle alimente les craintes sur la soutenabilité des finances publiques à long terme, et donc sur la valeur future des monnaies, comme l'euro ou le dollar. Et puis, il y a deux phénomènes de fond qui viennent amplifier tout ça. D'une part, la crainte latente d'un retour de l'inflation, qui grignoterait le pouvoir d'achat. L'or est vu comme une protection contre ça. Et d'autre part, une tendance qu'on observe chez plusieurs banques centrales à vouloir réduire leur dépendance au dollar américain. Cette dédollarisation progressive, ça renforce le statut de l'or comme alternative crédible. D'accord, donc si je résume un peu, on a tension géopolitique, doute sur la Fed, taux bas, endettement massif et cette remise en cause du dollar roi. C'est toute cette accumulation, cette espèce de tempête parfaite de facteurs en 2025 qui semble vraiment pousser l'or vers le haut. Alors justement, pour celles et ceux qui nous écoutent et qui se disent, bon, peut-être que l'or a sa place, quelles sont les options? Comment on investit concrètement? Oui, alors on peut dire, trois grandes voies. La première, c'est la plus traditionnelle, l'or physique. Acheter des pièces, vous savez, comme le Napoléon, le Krugerrand, ou alors des lingots, des lingotins. L'avantage, il est clair, c'est tangible, on le détient directement. C'est rassurant pour beaucoup. Les inconvénients, par contre, c'est le stockage, qui doit être sécurisé, l'assurance à prévoir, et puis les coûts de transaction qui peuvent être un peu plus élevés. Oui, la question du coffre-fort personnel ou à la banque et tout ce qui va avec, d'accord. Et la deuxième option? La deuxième option, c'est d'investir dans les entreprises qui extraient l'or, les sociétés minières. Là, c'est une approche plus dynamique parce qu'on parie aussi sur la performance de l'entreprise elle-même, sa gestion, etc. On peut citer le leader mondial, Newmont. Eux, ils prévoient de produire environ 5,6 millions d'onces en 2025, et avec des coûts d'extraction qu'ils estiment autour de 1 180 $ l'once. Ah oui, donc si on compare au cours actuel de plus de 3 500 $, ça laisse une marge de profit potentiel assez
Considérable, exactement. Et ça se voit dans leurs résultats. Ils ont annoncé un bond de 91% de leurs bénéfices nets ajustés au deuxième trimestre, par exemple. Bien sûr, il y a d'autres grands acteurs, hein, Barrick Gold, Agnico Eagle Mines. Par contre, attention, il faut noter que les valorisations boursières de ces entreprises, elles sont souvent déjà considérées comme élevées. Donc il y a un risque lié à ça. D'accord, un point de vigilance important. Et la troisième voie, alors? La troisième voie, c'est celle des produits financiers, notamment les ETC pour Exchange Traded Commodities. En gros, ce sont des sortes de trackers cotés en bourse qui répliquent le cours de l'or physique. L'Amundi Physical Gold est un exemple assez connu. L'avantage ici, c'est la simplicité. On s'expose au prix de l'or via un simple compte-titre, sans les contraintes logistiques du stockage de l'or physique. C'est une solution très pratique pour diversifier un portefeuille facilement. Bien compris. Donc, si on récapitule les trois voies, l'or physique, pour le côté tangible, concret, rassurant, les actions minières, pour le dynamisme, le potentiel de levier sur le prix de l'or, mais avec un risque lié à l'entreprise et à sa valorisation boursière, et enfin, les ETC, pour la simplicité, la facilité d'accès via les marchés financiers et l'exposition directe au cours. C'est ça? Bon, alors, au fond, qu'est-ce que tout ça nous dit? On voit qu'en 2025, dans ce monde confronté à des dettes records, des taux bas, une géopolitique tendue et un dollar moins dominant, eh bien l'or renoue vraiment avec son rôle historique, son rôle ancestral de valeur refuge. C'est clairement un outil de diversification envisagé sérieusement. Ouais, et ce qui est fascinant, je trouve, c'est de voir à quel point cet actif, qui existe depuis des millénaires, conserve toute sa pertinence face aux défis économiques très actuels. L'histoire ne se répète peut-être pas, mais elle rime souvent, comme on dit. Bien entendu, investir dans l'or, peu importe la méthode choisie, ça demande une vraie réflexion. Il faut analyser les risques, voir si ça correspond à sa propre situation, à ses objectifs patrimoniaux. Ce n'est pas une décision à prendre à la légère. C'est certain. L'éclat de l'or a traversé les âges, c'est vrai, mais aujourd'hui, il brille d'une lumière particulièrement intense. Alors, une dernière pensée pour la route, Sam. Face à toutes ces incertitudes actuelles et futures, est-ce que le moment ne serait pas venu d'ajouter une petite touche d'or à sa propre stratégie? Voilà une question à méditer. Merci d'avoir écouté cet épisode du podcast Horizon Duo. Si vous avez aimé, abonnez-vous, partagez ou parlez-en autour de vous. Retrouvez tous les épisodes sur Spotify, YouTube ou directement sur horizonduo.net. À très vite pour un prochain épisode.